Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Cette année, malheureusement, à cause des événements du Covid-19, vous verrez effectivement notre colloque en visioconférence avec quelques films. Les autres années, effectivement, nous sommes dans le CHU de Créteil, ou, comme l'année dernière avec l'accord de Thierry Macaire au SLAPS de Créteil. Voilà, vous allez voir plusieurs films, petites vidéos qui ont été montées par nos collaborateurs. C'est vrai que à la fin, il n'y aura pas le pot d'amitié qui est d'habitude le reflet du GDOS 94. Je vous remercie et passez quand même une bonne soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais vous présenter en quelques mots la soirée annuelle du sport santé, un peu particulière dans sa forme, mais nous commençons à nous y habituer. Tout d'abord, merci à tous les intervenants pour leur contribution à cette soirée, la 12e, organisée par le GDOS. Merci à tous les participants pour leur présence dans les conditions exceptionnelles que nous traversons. Cette année, nous avons eu quelques échanges à propos du titre de la soirée, qui permettent de s'interroger sur sa nature et son objet. Les objectifs poursuivis sont de deux ordres. Un, traiter l'actualité du sport santé sous l'angle législatif, réglementaire, institutionnel, social, etc., avec éventuellement les spécificités dans le Val-de-Marne. Ensuite, aborder un thème, si possible d'actualité, par une réflexion sur les avancées au plan de la recherche et de la science. Ces points sont abordés de façon complémentaire par une approche scientifique et médicale d'une part, puis par une illustration de terrain, la mise en œuvre et les bonnes pratiques, particulièrement dans le milieu de l'activité physique, fédérale et organisée, ou libre et hors structure. Cette année donc, Jérémy Bury et Antoine Arqui, de la Direction départementale de la cohésion sociale, présenteront les actions de l'État en matière de développement du sport santé. Puis Vincent Berger exposera la plateforme d'appui au dispositif Prescriform et aux maisons sport santé. Nous suivrons ensuite le cas concret du parcours d'un patient avec Jérémy Bury et Pierre Billard, médecin coordinateur de la direction régionale. Julie Sivadji, médecin référent de la DDCS, traitera de l'utilité de maintenir une activité physique, particulièrement dans ce contexte, et des modalités de reprise après infection. L'éducation thérapeutique du patient sera traitée par Vaël Maktouf, éducation dont le résultat essentiel réside dans la conviction du patient d'intégrer dans son mode de vie une pratique d'activité physique. Enfin, les effets de l'activité physique sur les défenses immunitaires, sujet d'actualité, seront abordés par Maude Pradine. Tout au long de la soirée, il sera possible d'intervenir par le chat, proposé en bas de l'écran. Quant à l'activité du GDOS durant cette année, nous avons poursuivi les actions détaillées durant la soirée dernière, le 5 décembre 2019. Nous poursuivons donc les formations sport santé de niveau 1. Nous contribuons à gérer le site La santé par le sport et travaillons à organiser des tables rondes dans le but de créer des réseaux locaux, des intervenants ayant une action dans ce domaine, médecins et professions paramédicales, clubs, structures de toute nature et éducateurs sportifs. Il est à regretter que la CPAM sollicitée ne soit pas venue faire une information sur l'état de la prise en charge par la CPAM du sport sur ordonnance, mais sans doute que d'autres priorités, bien plus urgentes et importantes, la mobilisent dans la situation actuelle. Rappelons que cette soirée est enregistrée et mise en ligne sur le site du GDOS.
Il sera donc possible de la visionner, éventuellement pour des raisons de commodité, en fractionnant la soirée, car les parties peuvent être consultées séparément. Une foire aux questions sera aussi proposée sur le site. Les réponses seront faites par la personne concernée. Je remercie enfin nos partenaires pour la préparation de cette soirée. Tout d'abord le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Direction départementale de la cohésion sociale, l'Université Paris-Est Créteil et le département STAPS. Ensuite les organisateurs, particulièrement Mylène Séchaud, chargée de mission au CDOS, et Romain Legrand, directeur du CDOS, ainsi que Thierry Maquet, qu'on ne présente plus, contributeur essentiel à la conception, la mise en œuvre et l'organisation de cette soirée. Je vous souhaite une soirée studieuse et enrichissante et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au nom de l'État à ce colloque sous une forme matérialisée pour la première fois, colloque sur l'activité physique au service des enjeux de santé, colloque qui est co-organisé donc par l'État, le CDOS, le Conseil départemental, l'UPEC et l'Agence régionale de santé. Antoine Arqui, chef du service jeunesse sport vie associative au sein de la DDCS, service en charge du développement des politiques publiques de sport santé. Alors, le sport santé, c'est une politique publique qui est portée de front par les différents ministères chargés des sports depuis des années. Donc on est vraiment dans une politique publique qui est structurelle. Et je dirais qu'il y a deux grands objectifs. C'est d'abord de faire du sport un outil indispensable et incontournable du bien-être, et de deux, c'est de considérer, ça c'est assez nouveau, le sport comme un moyen spécifique qui peut permettre de guérir des personnes atteintes de pathologies particulières. Alors, le sport santé, en plus, actualité malheureuse, difficile, et que la crise du Covid a montré à tout un tas d'entre nous que, effectivement, le sport était une nécessité dans nos vies. Concrètement, au niveau départemental, c'est l'État, sous deux de ces entités, qui coordonne le sport santé. C'est d'abord l'agence régionale de santé, et c'est ensuite la DDCS, avec le service jeunesse et sport, que je représente, ainsi que Jérémy Buré le représente en tant que référent sport santé. Que fait l'État avec les autres partenaires? Il y a d'abord une mission de coordination, d'accompagnement des projets et de financement. Il y a deux belles réalisations qui sont en œuvre depuis des années et que je voudrais citer ce soir. C'est le dispositif Prescriform qui continue de se développer et, plus nouveau, mais extrêmement important, les maisons sport santé, 2 maisons sport santé dans notre département. Voilà un petit peu ce que nous souhaitons faire et ce que nous essayons de faire avec vous, le monde fédéral et le monde médical. Je tenais à remercier tous les intervenants, tous les encadrants et tous les acteurs du sport santé dans le département, et aussi remercier le CDOS pour l'organisation annuelle, et cette année sous une forme nouvelle, dématérialisée, de ce colloque qui servira, je l'espère, à beaucoup d'entre nous. Merci Antoine pour cette présentation. Je me présente rapidement, Jérémy Buré, conseiller sport et référent sport santé à la DDCS du Val-de-Marne. Alors effectivement, comme Antoine vient de le rappeler, le sport santé étant un enjeu majeur de politique publique, le département développe au travers de 2 dispositifs, l'un national, l'autre régional, le sport santé depuis quelques années. Le dispositif régional, le dispositif Prescriform, est tout simplement le volet du sport sur ordonnance du plan régional sport santé bien-être qui a été signé en septembre 2017 par le préfet de région et par l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Le dispositif national est le dispositif Maison Sport Santé qui s'est mis en place récemment puisqu'il a commencé en 2019 avec donc la certification, la reconnaissance de 138 maisons sport santé sur le territoire national, dont 2 dans le département du Val-de-Marne. Qu'est-ce qu'une maison sport santé? Elle a pour but d'accueillir, d'orienter toute personne souhaitant pratiquer, développer ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge, leur état de santé ou de fragilité. Les missions d'une maison sport santé, quelles sont-elles? Accueillir, informer le public sur les bienfaits de l'activité physique, informer le public sur les offres existantes de pratique
d'activité physique adaptée dans le département, orienter le public vers une activité physique adaptée, vers des professionnels qualifiés pour évaluer les capacités physiques et pour élaborer un programme sport-santé personnalisé à ces personnes. Nous vous l'avons dit précédemment, le département dispose à ce jour, suite à l'appel à projet 2019, de 2 maisons sport-santé. La première est la Vie au Grand Air, la VGA, qui se situe à Saint-Maur-des-Fossés. Et la deuxième est l'IRMA, l'Institut Robert Merle d'Aubigné, en partenariat avec le CHIV, le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, l'IRMA étant elle-même située à Valenton. Nous avons donc 2 structures qui sont reconnues et référencées aujourd'hui par le ministère des Sports conjointement avec le ministère des Solidarités et de la Santé comme étant des maisons sport-santé. L'appel à projet 2020 a été lancé il y a quelques semaines, il est en cours d'instruction et il va avoir lui aussi la reconnaissance, le référencement de nouvelles maisons sport-santé en 2020. D'autres appels à projets suivront dans les mois, les années à venir afin d'atteindre l'objectif de 500 maisons sport-santé sur l'ensemble du territoire national en 2022. Voilà pour ce qui est des maisons sport-santé, le dispositif national, qui s'adresse donc aux personnes qui ne sont pas nécessairement atteintes de pathologies particulières. Nous avons un dispositif régional qui est le dispositif donc Prescriform dont je vous parlais précédemment. Ce dispositif, quant à lui, s'adresse aux personnes qui sont atteintes d'affections longue durée, d'hypertension artérielle et d'obésité. En quoi consiste le dispositif Prescriform ? Il s'agit ni plus ni moins, comme nous l'avons dit précédemment, du sport sur ordonnance en Île-de-France. L'idée est donc de permettre aux patients atteints d'affections longue durée, d'hypertension artérielle ou d'obésité, permettre à ce patient de pratiquer une activité physique adaptée à sa pathologie dans un club, dans une structure, un club Prescriform, qui aura été certifié par les équipes régionales et départementales, puisqu'il permettra la pratique d'une activité physique adaptée encadrée par des professionnels qualifiés qui auront été spécifiquement formés au sport santé. Dans quel club il va pouvoir se rendre, cela, le médecin pourra éventuellement être en mesure de le guider, de l'orienter vers telle ou telle activité, vers tel ou tel club. Il y aura également la possibilité pour le médecin ou le patient de se rendre sur une plateforme régionale qui est en refonte actuellement, le site www.prescriform.fr. Sur cette plateforme, le médecin pourra prescrire une activité physique adaptée à son patient de manière très simple et très rapide. Et puis, le patient, mais le médecin également, auront accès à l'ensemble des clubs, des structures qui auront été certifiées Prescriform. Le patient pourra donc se rendre dans ce club et pratiquer son activité physique adaptée en toute sécurité. Nous avons également des centres Prescriform qui vont être des lieux, des sites qui auront été également certifiés par les équipes régionales et départementales. Nous en avons 2 dans le département également. Il s'agit du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, le CHIV, et puis le CMS de Gentilly, qui elles seront donc des centres Prescriform qui vont jouer plusieurs rôles, qui vont permettre de réaliser des tests d'évaluation de la condition physique du patient, qui vont également jouer un rôle d'orientation du patient vers telle ou telle activité physique et tel ou tel club. Et puis les centres Prescriform ont également un rôle de structuration de réseau de clubs Prescriform, de clubs qui vont être en mesure d'encadrer, d'accueillir ces personnes atteintes de pathologies particulières. Ces centres Prescriform jouent également un rôle de formation, d'accompagnement des clubs Prescriform pour les aider justement à mettre en place ce type de séance. Merci de votre attention. Bonjour et bienvenue sur mon bilan sport santé. Je suis Vincent Berger, l'un des cofondateurs de cette application que nous avons faite pour aider nos médecins dans la prescription d'une activité physique adaptée à leurs patients. Cette application permet tout autant aux professionnels de l'activité physique d'établir des bilans de capacité et d'en partager les évolutions avec les médecins prescripteurs. 2 raisons essentielles ont justifié la création de cet outil. La première était de renforcer la coordination entre les médecins et les professionnels de l'activité physique qui se trouvent sur le terrain. Pour ce faire, nos médecins sont accompagnés dans la réalisation d'un bilan
conforme aux recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport, pour remettre à leurs patients, au terme de ce bilan, une fiche détaillée qui va structurer les objectifs et les limites à ne pas dépasser sur près de 71 disciplines différentes. En aval, les structures sportives et les professionnels de l'activité physique au sens large vont pouvoir récupérer numériquement ces informations pour adapter leur programme sportif et permettre des évaluations régulières qu'ils auront à cœur de partager dans le dossier médical du patient. Ces évaluations, retransmises au médecin, permettront à ce dernier d'évaluer les effets de l'activité physique sur les traitements thérapeutiques. Alors comment cela marche-t-il ? Mon bilan sport santé se propose donc de suivre 3 étapes bien distinctes. La première constitue la collecte des antécédents médicaux et de l'hygiène de vie des patients. Qu'ils soient sportifs, sédentaires ou atteints de maladies de longue durée, tous peuvent donc de façon totalement anonyme y retranscrire ces informations. En se rendant vers le médecin de leur choix utilisant notre application, l'étape numéro 2 se destine donc à permettre à ces médecins d'en récupérer le contenu numérique et de pouvoir être conduits dans la réalisation de ce bilan qui, au terme de ce bilan, permettra l'édition d'une fiche conseil. Dans une 3e étape, cette fiche conseil, remise par le patient lui-même à la structure sportive de son choix, va permettre à cette dernière de l'accueillir, d'adapter sa pratique et de suivre ses évolutions. Mais la deuxième grande raison qui justifie la création de cet outil est la constitution d'une base de données de dimension nationale que nous devons absolument mettre en œuvre pour justifier la place de l'activité physique dans notre système de santé en lui-même. Pour ce faire, nous devons motiver un très grand nombre de médecins sur le terrain et à proprement parler, les médecins traitants, les médecins en tout cas qui sont au chevet de nos populations. Ils ont souvent peu de temps à nous consacrer et pas toujours l'expertise nécessaire pour le faire. Mon bilan sport santé va donc relever ce défi en mettant à leur disposition tous les algorithmes des sociétés savantes concernées, en protégeant juridiquement et scientifiquement leurs prescriptions, et valorisant bien évidemment la réalisation de leur engagement dans une démarche préventive de qualité, en suivant les recommandations des sociétés savantes, notamment celles de médecine de l'exercice et du sport, qui sont relatives à la délivrance des certificats d'absence de contre-indication dans un premier temps, mais également pour la prescription d'une activité physique adaptée aux besoins de leurs patients. Ils vont donc être valorisés dans cette démarche et nous devons tout faire pour les conforter dans cet usage. Il va de pair que nos clubs et nos professionnels de l'activité physique doivent également revoir leur position. Accroître l'accessibilité de leur structure à des profils qui ne sont pas forcément éligibles au traditionnel certificat d'absence de contre-indication, sécuriser leurs pratiques, diversifier leurs pratiques également pour répondre aux besoins de cette population sur des bases médicales effectivement validées par les médecins. En créant leur espace sur Mon Bilan Sport Santé, ces structures vont aussi pouvoir se géolocaliser pour faciliter leur identification tant par les médecins qui dirigeront leurs patients que par les internautes eux-mêmes à la recherche et susceptibles de pouvoir consulter les cartes qui seront mises à leur disposition. L'usage de l'application, pour les médecins comme pour les professionnels de l'activité physique, est totalement gratuite. Elle est rendue possible par la création d'une offre de services à destination de toutes les entreprises qui se soucient aujourd'hui de l'état de santé de leurs collaborateurs. Avec un forfait de 1 € par mois par salarié, Mon Bilan Sport Santé offre finalement à tous les employeurs, publics ou privés, la garantie que les médecins et les associations sportives qui sont autour d'eux travaillent ensemble au chevet des besoins et aux besoins de leurs collaborateurs. C'est cette garantie qui va donc permettre à ces employeurs de dépasser 7 € pour soutenir financièrement, pourquoi pas, l'inscription de leurs collaborateurs dans les structures sportives qui sont géolocalisement proches de chez eux. Cette démarche est gagnante et profitable à tous. En effet, les entreprises, de par cet engagement, vont aussi contribuer à l'élaboration de cet outil numérique nécessaire aux médecins et aux associations sportives pour qu'elles accroissent leur coordination. Mais elles vont surtout être co-solidaires d'une base de données pour lesquelles aucune d'entre elles ne peut faire valoir une priorité. Elles seront donc garantes et solidaires
et elles vont nous permettre de développer un outil collaboratif et pédagogique de la plus haute nécessité. En développant un groupement d'intérêt public avec nos institutions, nous défendons l'idée d'une démarche pérenne et durable, déontologique, pour laquelle nos médecins sont sensibles. C'est pourquoi je vous invite à créer dès maintenant votre espace sur Mon Bilan Sport Santé. Nous devons, médecins et associations sportives, densifier notre réseau pour apporter à ces employeurs la certitude et la garantie que, bien évidemment, leurs collaborateurs seront les bienvenus et qu'ils seront bien accompagnés. Je vous remercie pour votre engagement, je reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous aider dans la prise en main de votre outil et vous dis à très vite. Merci. Bonjour à tous. Cette vidéo va vous présenter le dispositif d'activité physique sur ordonnance en Île-de-France, autrement appelé dispositif Prescriform. L'objectif de cette vidéo est de faire un zoom sur la prescription d'une activité physique adaptée par le médecin traitant et de vous montrer en quoi cette prescription est simple et rapide. En amont de la consultation médicale, le patient a la possibilité de remplir un questionnaire au préalable, questionnaire Prescriform qui est proposé par le site Mon Bilan Sport Santé. Ce questionnaire est composé d'une vingtaine de questions, rapides à remplir, et il y a une double utilité. La première utilité est qu'il va permettre de donner des informations au médecin afin de lui faire gagner du temps dans son diagnostic. Il va mettre en relief les antécédents dont il faut tenir compte dans l'évaluation du patient. La deuxième utilité est qu'il va permettre de créer un dossier numérique du patient, d'enrichir son dossier en ligne qui va servir à son suivi et notamment être utilisé par l'éducateur sportif, bien sûr tout ça dans le respect du secret médical. Trois situations peuvent se présenter pour cette consultation médicale. Le premier cas est le cas où le patient connaît le dispositif Prescriform et où il a déjà rempli son questionnaire avant son rendez-vous chez le médecin. Le deuxième cas est le cas où le patient connaît le dispositif Prescriform mais n'a pas rempli son questionnaire en ligne avant ce rendez-vous. Ce deuxième cas traitera également de la situation où le patient ne connaît pas le dispositif Prescriform mais il a la possibilité de remplir le questionnaire en salle d'attente avant de passer dans le cabinet du médecin. Et puis le cas numéro 3 est le cas le plus courant, dans un premier temps, puisqu'il s'agit de la situation où le patient ne connaît pas le dispositif Prescriform et n'a pas rempli son questionnaire en ligne avant d'entrer dans le cabinet du médecin. Et c'est donc ce cas précis, ce cas numéro 3, qui sera examiné en détail dans la vidéo qui suivra. Revenons sur le cas numéro 1. Le cas numéro 1 présente le patient qui connaît le dispositif Prescriform et a déjà rempli son questionnaire avant son rendez-vous chez le médecin. Le patient va donc pouvoir présenter le bilan de son questionnaire à son médecin à l'entrée dans son cabinet. Voyons maintenant le cas numéro 2. Dans cette situation, le patient n'a pas rempli son questionnaire à son arrivée au cabinet du médecin. En revanche, en salle d'attente, il a la possibilité de remplir son questionnaire. Il va pouvoir y accéder directement sur le site prescriform.fr ou, plus simplement, au travers d'un QR code qu'il va pouvoir scanner et qui est présent sur l'affiche Prescriform disposée en salle d'attente du médecin. Voici donc cette affiche sur laquelle on peut constater la présence d'un QR code en bas à droite de l'affiche, QR code qu'il conviendra de scanner avec le smartphone du patient qui va pouvoir remplir son questionnaire en ligne. Ce questionnaire, une fois rempli, le patient se retrouve dans la même situation que précédemment et va pouvoir présenter une version numérique, une capture d'écran par exemple, de son questionnaire à son médecin lors de son entrée dans le cabinet. Voyons à présent dans le détail la situation qui va se présenter plus couramment pour le médecin dans un premier temps, puisqu'il s'agit du cas où le patient ne connaît pas le dispositif Prescriform et où il n'a pas pu remplir le questionnaire avant d'entrer dans le cabinet du médecin.
Bonjour. Bonjour. Allez, entrez. Merci. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je souhaiterais en fait vous voir pour perdre du poids et également me remettre à l'activité sportive. C'est une très bonne démarche d'être suivi pour la prise en charge diététique. Par contre, il est important également d'essayer de jouer sur d'autres éléments de votre comportement, et à commencer par l'activité physique. Qu'est-ce que vous pensez de l'activité physique ou des activités sportives en général? C'était uniquement à l'école que je faisais du sport. D'accord, vous en gardez un souvenir plutôt agréable? Non. Pas du tout? Du tout. D'accord. On peut essayer de revoir un petit peu comment l'activité elle peut être perçue positivement et puis de voir quel intérêt ça a pour vous de reprendre l'activité. Je suis dialysée. D'accord. Je suis diabétique. Dans la vie de tous les jours, du coup, vous êtes gêné par des douleurs lors des déplacements, sur de la marche, vous êtes essoufflé, vous trouvez des choses Un peu essoufflée et des fois j'ai mal aux pieds. physiques. L'activité physique, vous savez, c'est un petit peu comme un traitement, ça fonctionne de la même manière que les médicaments que vous prenez pour le diabète, en régulant un peu le transport du sucre dans vos cellules. Donc sur le diabète, concrètement, ça permet souvent de diminuer les besoins en médicaments et ça diminue également le risque de complications. Vous savez que le diabète, ça peut apporter des problèmes cardiovasculaires, ça peut majorer vos problèmes de reins et complications autres. Donc c'est vraiment important pour ça. Et puis après, pour l'insuffisance rénale, c'est également efficace. Vous allez, avec les dialyses, souvent les gens perdent en masse musculaire et le fait de perdre en masse musculaire, ça diminue en fait votre métabolisme et beaucoup d'autres, et ça accentue beaucoup d'autres problèmes de santé. Puis enfin, pour en revenir au poids, le régime alimentaire, c'est vraiment le pilier central de la prise en charge du surpoids. Mais l'activité physique, elle vous permet, par des mécanismes très variés, de favoriser en fait votre changement de comportement vis-à-vis de l'alimentation, par la régulation de l'appétit, par la régulation du sommeil. Donc finalement, pour vous, le fait de reprendre une activité physique, ça va avoir un impact vraiment important sur votre santé. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous examiner pour faire le bilan médical qui me permettra de voir quels problèmes de santé nécessitent une adaptation de ma prescription d'activité physique que je vous remettrai en fin de consultation. Vous allez lancer la table d'examen. Si vous le voulez bien, je vais passer à la prescription pour renseigner les éléments qui vont permettre à l'éducateur d'avoir les bonnes consignes pour adapter sa pratique. Je vais donc vous prescrire l'activité physique en allant sur le site prescriform.fr. Donc je me rends dans l'espace médecin. Je me rends dans la prescription rapide. Pour trouver le formulaire de prescription, je renseigne votre nom, votre date de naissance. Hop. Le docteur, prescripteur avec le RPPS et mon adresse mail. Je vous prescris du sport santé, parce qu'on n'a pas choisi de discipline
particulière pour une durée de 3 mois, ce qui amènera à vous revoir au bout de 3 mois, et on part sur une fréquence de 3 heures, 3 fois 1 heure par semaine. Alors c'est vraiment un objectif à avoir, mais on va démarrer progressivement par 3 séances qui dureront peut-être moins qu'1 heure, et pour arriver progressivement à cette durée. Je vous préconise en priorité le travail d'endurance et de renforcement musculaire par rapport à votre diabète, et on va limiter à cause de votre surpoids les impacts choc et accélération. Sur les précautions particulières, on a vu que l'appareil cardiovasculaire ne posait pas de problème, l'appareil pulmonaire également. Sur l'appareil locomoteur, on avait quelques petites précautions sur le rachis à cause de vos lombalgies et au niveau de vos genoux. Sur l'appareil neurologique, sur l'examen ORL et ophtalmo, il n'y avait pas de souci. Donc du coup, j'édite votre prescription. Et je vais pouvoir l'imprimer pour vous la remettre. Hop. Alors, je signe votre prescription. Donc c'est la prescription qui permettra à l'éducateur d'adapter la pratique, et en particulier de faire attention, j'ai signalé, à vos genoux et puis à votre dos, et puis avec les consignes sur l'intensité. Donc vous la remettrez à l'éducateur. L'éducateur, vous pouvez le trouver au sein d'un club Prescriform, et le club Prescriform, le listing est disponible sur le site prescriform.fr. D'accord. Et pour trouver un club qui vous convienne, vous pouvez aussi aller sur le site prescriform.fr pour trouver les coordonnées des maisons sport santé ou des centres Prescriform qui peuvent vous donner toutes les informations nécessaires pour trouver justement le club adapté à vos attentes. D'accord, très bien. Très bonne journée. Merci beaucoup. Et on se revoit dans 3 mois. Ok, parfait, très bien. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Bonjour, Julie Sivedji, je suis médecin du sport et référente en sport santé à la DDCS du Val-de-Marne. Je vais vous parler ce soir de l'activité physique au cours de cette pandémie de Covid-19. L'intérêt de la pratique d'une activité physique régulière n'est plus à démontrer. L'OMS recommande d'ailleurs la pratique d'une activité sportive d'intensité modérée 150 minutes par semaine. La pratique régulière d'une activité physique a un caractère thérapeutique démontré avec un haut niveau de preuve. C'est pour cette raison qu'actuellement est déployé le dispositif Prescriform afin que des patients atteints d'hypertension, d'obésité ou de maladies chroniques reconnues en affection longue durée puissent bénéficier du sport sur ordonnance. Cette pratique permettra aux patients de réduire les risques d'aggravation liés à sa pathologie chronique et de stimuler ses défenses immunitaires. Ce sujet sera traité juste après moi. Nous avons pu constater lors du premier confinement que près de la moitié des sportifs de tout niveau a totalement arrêté la pratique physique malgré des programmes proposés en distanciel. Ce phénomène a été aggravé par une alimentation moins équilibrée durant cette période anxiogène, concourant à une prise de poids générale. Or, ces comportements sont des facteurs de risque majeurs de déséquilibre d'une pathologie chronique. Nous avons pu également constater que les patients dits fragiles, souffrant de diabète, d'obésité, d'affections respiratoires ou de diverses pathologies chroniques, étaient prédisposés à développer des formes graves de la Covid-19. L'intérêt du contrôle de la pathologie chez ces patients est donc double. Concernant la maladie émergente du Covid-19, le corps médical est actuellement en cours d'observation et d'étude. Nous avons pu constater que le tropisme du virus est multiple et sa présentation clinique polymorphe, essentiellement respiratoire jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais également musculo-squelettique avec des atteintes musculaires diffuses comme tout syndrome viral et notamment du muscle cardiaque, ce qui peut nous poser problème en cas d'activité physique, mais également cardiovasculaire, notamment par son risque emboligène
et neurocognitives avec dénutrition, déshydratation et sarcopénie dans les formes plus sévères ayant nécessité un séjour en réanimation. Les patients ayant présenté une forme plus modérée peuvent présenter à distance divers symptômes, comme des troubles du sommeil ou une anxiété, mais également une fatigue chronique, un manque d'endurance, une sensation permanente de gêne respiratoire, voire une perte de motivation. Les patients malades puis guéris sont déconditionnés, indépendamment du niveau antérieur à l'infection. L'activité physique adaptée délivrée devra donc être progressive et surtout sécurisée, en restant vigilant à la tolérance et aux symptômes divers que pourrait présenter le patient, que j'énumérerai un peu plus tard. Le programme devra être apparenté à celui du patient déconditionné, chez les patients ayant présenté une forme peu sévère, ou à celui d'un patient atteint d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, chez les patients ayant été hospitalisés. Cette reprise d'activité prudente et progressive ne devra pas dépasser 3 mètres dans un premier temps, puis elle pourra être augmentée en durée et en intensité en fonction de la tolérance. Si une oxymétrie est possible au cours de l'effort, une désaturation de 4 points nécessitera un avis médical, puis une adaptation en intensité de l'exercice, ainsi qu'une éventuelle oxygénothérapie qui sera discutée par le corps médical. À ce jour, il n'existe pas d'algorithme officiel de reprise. Cependant, la Société française de médecine de l'exercice et du sport, conjointement au Conseil national professionnel de médecine du sport, a émis des recommandations à la reprise du sport. Actuellement, elles sont en cours de validation et en attente de publication par le ministère des Sports. Je vous propose donc un tableau d'après les lectures que j'ai réalisées. Ainsi, un patient ayant présenté une forme légère de la Covid ou qui aurait été dépisté positif sans présenter de symptômes cliniques, doit attendre 15 jours consécutifs sans présenter de symptômes avant de reprendre la pratique physique. S'il s'agit d'un professionnel du sport, un avis médical est impératif et un électrocardiogramme recommandé. En cas de forme sévère ayant nécessité une hospitalisation, un avis cardiologique avec électrocardiogramme s'imposera avant la reprise pour tout patient. Ce bilan devra être complété chez le sportif professionnel avec la réalisation d'une échographie cardiaque pour s'assurer de l'absence de lésions au niveau du muscle cardiaque, lesquelles seront également visibles sur une épreuve d'effort. Cette épreuve d'effort est également indispensable pour dépister les risques de désaturation en oxygène lors de l'effort, mais aussi pour mettre en place un programme d'entraînement. Un Holter ECG pourra être discuté pour dépister les troubles éventuels du rythme cardiaque en fonction de la présentation de la Covid-19 et des antécédents du patient. D'une manière générale, pendant la pandémie, il est recommandé de demander aux patients que l'on suit de contrôler sa température 2 fois par jour, lorsque l'on délivre une activité physique. Si celle-ci est supérieure à 38, l'activité ne peut débuter et le patient devra être adressé à un médecin. D'autre part, la mesure d'une fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute avant de débuter un exercice, la présence d'une toux sèche ou d'un état de fatigue anormal ainsi qu'une perte d'odorat nécessitera la même conduite à tenir. Au cours de l'activité sportive, il faudra rester vigilant sur l'apparition d'une douleur thoracique, de palpitations, d'une gêne respiratoire anormale. Je m'en réfère pour cela aux 10 règles d'or des cardiologues du sport que nous connaissons tous. Dans ce contexte de pandémie et avec un risque accru d'incubation virale probable, indétectable à l'instant T, l'activité sportive intense et prolongée n'est pas indiquée. La fréquence cardiaque d'exercice ne devra pas dépasser 80% de la fréquence cardiaque maximale. De manière générale, pendant la pandémie, les intérêts de maintenir une activité physique sont donc multiples. Ils permettent avant tout pour nos patients fragiles de réduire les risques propres liés à leur pathologie chronique et par conséquent d'en limiter les risques d'aggravation en cas d'infection à Covid-19. D'autre part, elle permet de réduire nettement le niveau d'anxiété. J'en conclus que le maintien d'une activité physique modérée et régulière est donc recommandé et bénéfique. J'ai voulu vous présenter sur quelques rappels rapides les dernières réglementations en cours. L'activité physique peut être maintenue avec une dérogation valide pour les sportifs professionnels et de haut niveau, ainsi que pour les éducateurs sportifs professionnels dispensant l'activité physique. Les équipements recevant du public restent ouverts sous certaines conditions, et notamment dans le cadre de l'activité physique sur ordonnance. La pratique du sport dispense le port du masque, qui doit être remis dès que l'activité physique se termine. Une précision sur le port d'un masque chirurgical est précisée dans
le cadre de la prise en charge de personnes vulnérables. Les distances préconisées sont de 2 mètres en latéral, de 5 mètres lors de la pratique de la marche rapide, elle augmente à 10 mètres en course à pied, jusqu'à 20 mètres au vélo. Un espace libre de 4 mètres carrés est à respecter au minimum autour de chaque pratiquant et est à augmenter en cas d'exercice dynamique. Voici les références sur lesquelles je me suis basée pour établir ce travail. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Wael Maktouf, enseignant-chercheur au sein de l'Université de Paris-Est Créteil, au département STAPS et attaché au laboratoire BioTN. Tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée annuelle du sport et santé, dans laquelle je suis très ravi de vous faire part de cette présentation qui est autour de l'éducation thérapeutique qui apparaît aujourd'hui au cœur du processus de la prise en charge des patients par les activités physiques adaptées. Aujourd'hui, les bienfaits de l'activité physique sur la santé sont largement connus et désormais validés. Ceci étant dit, de nombreux travaux scientifiques, des rapports, des recommandations ont mis en avant ce constat, non seulement sur des populations générales comme les adultes, les enfants ou encore les personnes âgées, mais aussi pour différentes maladies chroniques. En effet, comme nous le savons tous, l'activité physique améliore la santé psychologique et cérébrale, réduit le risque de cancer, d'AVC, de diabète et des maladies cardiovasculaires. Elle permet également de maintenir l'autonomie chez des personnes fragilisées. Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en avant plusieurs stratégies. Citons ici celle de 2004, de 2016 ou encore celle de 2018, qui met en avant un plan d'action sur 2 ans, 2018-2030, avec un objectif de réduire l'inactivité de 15% chez les adultes et les adolescents. En France, le développement de l'activité physique constitue, depuis les années 2000, un des axes majeurs de plusieurs plans nationaux de santé, comme les programmes nationaux nutrition santé, les plans cancer, le plan obésité ou encore le plan bien vieillir. En fait, l'ensemble de ces actions ou stratégies au niveau national et international vise donc à favoriser davantage l'accès à l'activité physique, étant donné que cette dernière est un déterminant majeur de l'état de santé, permettant ainsi de lutter contre les maladies chroniques non transmissibles et ses répercussions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'activité physique adaptée ? On entend par l'activité physique adaptée la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisirs, de sport, d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basés certainement sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques, qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. En effet, les programmes d'activité physique adaptée, ainsi définis, font appel par leur conception, leur organisation et leur supervision à des professionnels de l'activité physique adaptée ou à des professionnels de santé. Ils concernent donc des publics fragiles qui ne sont pas encore autonomes dans la gestion de leur pathologie ou qui sont très éloignés des pratiques physiques à cause de la distance sociale qui pourrait exister. Il faut donc noter ici que le terme adapté de l'activité physique devra s'entendre le plus souvent comme un adjectif, c'est-à-dire adapté à l'état du patient, qu'il réalise cette activité physique en autonomie ou sous une supervision de tout ordre. La démarche engagée dans la mise en place de l'activité physique adaptée est désormais multidimensionnelle. En effet, la pratique d'une activité physique adaptée doit mobiliser plusieurs dimensions. Citons ici la dimension biologique. Ici, on parle des capacités physiques, des capacités cardiovasculaires et respiratoires, de l'invalidité ou encore des facteurs génétiques.
Ensuite, il y a la dimension psychologique, c'est-à-dire la santé mentale, l'estime de soi, la perception, le stress, l'anxiété. Et finalement, la dimension sociale, qui fait appel aux relations personnelles et l'inclusion sociale. Ces dimensions de l'activité physique sont en lien étroit, qui fait qu'elles sont incluses dans un modèle biopsychosocial, qui est d'ailleurs largement expliqué et validé scientifiquement. En fait, ce qui caractérise la fonction de l'enseignant ou le professionnel de l'activité physique adaptée est le pouvoir d'intervention sur l'ensemble de ces registres par la médiation, bien sûr, de l'activité physique. Ainsi, ces trois dimensions en expliquent une quatrième, la dimension éducative. Dimension qui possède des vertus aussi bien thérapeutiques que sociales. Le professionnel d'activité physique adaptée doit donc contribuer à ce projet éducatif, participant de fait au développement de l'autonomie et de la qualité de vie des patients. Afin d'intervenir sur l'ensemble des registres précédemment expliqués, le professionnel d'APA doit participer à la conception du programme d'activité physique adapté. Pour cela, il situe son action à l'intérieur d'un projet global de prévention, de réadaptation ou d'intégration. Ensuite, il identifie les caractéristiques des populations prises en charge pour faire une proposition de programme intégré au projet. Ainsi, il conçoit et organise des programmes en utilisant des outils et des méthodes d'évaluation. Il prend en compte les paramètres de la planification de la prise en charge, le cadre juridique et réglementaire des programmes et des structures concernées. Il intègre aussi l'impact de la pratique physique dans une prise en charge de la personne. Et enfin, il conduit et évalue les programmes. Pour cela, il doit maîtriser bien sûr les aspects pédagogiques, déterminer et adapter les modalités et les contenus de son intervention, maîtriser ainsi les outils méthodologiques d'évaluation et les techniques d'intervention. De plus, il doit former et informer ses patients dans une démarche éducative et thérapeutique. Dans ce cadre, elle apparaît cette notion d'éducation thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique du patient ? En fait, l'éducation thérapeutique du patient est une démarche éducative basée sur la compréhension des besoins et des attentes du patient. En effet, elle vise à aider les patients ou leurs proches à vivre en mieux leur vie personnelle, professionnelle et sociale avec leur maladie et ses traitements. Cette démarche en fait s'inscrit pleinement dans le processus de prise en charge par l'APA et facilite donc la démarche engagée pour sa mise en place. Aujourd'hui, les professionnels de santé prennent de plus en plus conscience que les personnes atteintes d'une maladie chronique, c'est-à-dire avec un traitement tout au long de leur vie, doivent apprendre à être le principal acteur de leur santé. Dans une démarche thérapeutique, les professionnels d'APA et de santé doivent donc former et informer les patients comment, par exemple, détecter ces premiers signes de malaise, comment décider et agir, pour les éviter bien sûr, s'organiser au quotidien avec ces traitements. Alors, comment ça marche ? D'abord, un professionnel de santé réalise un diagnostic éducatif permettant d'échanger avec le patient et surtout de l'écouter, afin de convenir et de planifier un programme d'activité éducative personnalisé. Ceci sera donc sous forme d'un contrat éducatif permettant de définir des objectifs éducatifs personnalisés, adaptés et encore priorisés.
Alors ce programme mis en place est assimilable à un parcours qui peut prendre la forme de séances individuelles et ou d'ateliers collectifs. En effet, les séances individuelles permettent notamment d'apprendre à maîtriser des techniques plus personnelles et de discuter de comment choisir une activité physique en cas de diabète par exemple. Par ailleurs, les ateliers collectifs qui sont d'une durée moyenne d'1 heure sont des temps d'échange entre patients pour apprendre ensemble. Ces ateliers sont animés par des professionnels de santé formés à les dispenser. On peut par exemple apprendre comment gérer son rythme cardiaque pendant une activité physique chez des patients avec des antécédents cardiovasculaires. Voir l'intensité de l'effort en fonction de la fréquence cardiaque, ou encore comment surveiller cette fréquence pour ne pas se mettre en danger. Alors quels sont les bénéfices de l'éducation thérapeutique du patient ? En fait, l'ETP transforme la relation entre les patients et les professionnels de la santé, car elle est basée sur la reconnaissance des savoirs des patients construits sur leur propre expérience de vie avec la maladie. En effet, l'ETP permet aux professionnels de santé de mieux comprendre comment on vit au quotidien avec une maladie et d'intégrer cette expérience dans leur organisation de soins. Par ailleurs, pour le patient, l'ETP permet de mieux comprendre sa maladie, de reprendre le contrôle de sa vie et surtout reprendre sa confiance en soi. L'éducation thérapeutique, pour qui et quand ? L'ETP en fait est destiné à tous les patients atteints d'une maladie chronique, quel que soit leur âge. Elle peut également, dans certains cas, associer les proches à un moment du programme, s'ils le souhaitent bien sûr. Peu importe le stade de l'évolution de la maladie, un programme d'éducation thérapeutique peut s'envisager dès l'annonce de diagnostic ou à tout autre moment du traitement ou de l'évolution de la pathologie. Il faut noter ici que l'ETP peut être renouvelé à chaque étape de la vie du patient lorsque sa maladie évolue et ou lorsqu'il subit un changement dans sa vie. Pour finir, nous incitons donc fortement les professionnels de santé de considérer l'éducation thérapeutique du patient comme une pratique de renforcement qu'il faut intégrer dans le processus de prise en charge des patients. Cette intégration ne peut être que progressive et dans un plan de soins coordonné afin de rendre le patient non seulement l'acteur de son changement, mais aussi de lui permettre de dispenser d'une qualité de vie acceptable par lui. Néanmoins, cette pratique doit s'appuyer sur des compétences nouvelles, incluant la validation scientifique des acquis, concernant la méthodologie et les spécificités selon les différentes pathologies chroniques, afin que nous puissions mettre en œuvre progressivement une politique nationale d'éducation thérapeutique du patient fondée sur des bases solides. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous et participer à cette soirée annuelle Sport Santé qui vient placer l'activité physique au cœur des politiques publiques sur notre département du Val-de-Marne. Je tiens à en remercier tous les organisateurs. En tant qu'enseignant-chercheur, travaillant au sein du département STAPS de l'Université Paris-Est Créteil et du laboratoire BioTN, j'ai le plaisir, pour ma part, dans la suite des interventions riches et diversifiées que vous avez entendues, de vous parler ce soir des effets de l'activité physique sur nos défenses immunitaires. Quoi de plus nécessaire et utile dans ce contexte difficile de pandémie que tenter de vous sensibiliser et vous informer sur ce sujet. Une des questions fréquemment posées aujourd'hui, question d'enjeux de santé publique et qui nous concerne tous, s'adresse aux liens bénéfiques ou délétères
actuellement démontrée entre activité physique et santé. Alors, le sport est-il bon pour la santé? Protégerait-il notre immunité? La réponse n'est en réalité pas immédiate et nous amène à poursuivre cette réflexion. Mais quel sport? Pour quelle population? Vous? Moi? Les athlètes de haut niveau? Pour tenter de répondre à ces vastes questions dans le temps imparti, nous allons circonscrire et structurer notre propos en commençant par évoquer les composants et le déroulement de la réponse immunitaire, poursuivant par la place de l'activité physique et ses effets sur ce système, ce qui nous permettra de retenir quelques recommandations possibles quant à la pratique sportive. Attachons-nous tout d'abord à mieux comprendre comment fonctionnent nos défenses immunitaires. Les agents infectieux comprennent au sens large à la fois les virus, bactéries, parasites ou champignons. Les mêmes cellules ne seront pas activées selon le type d'intrus. Les voies aériennes et les poumons sont particulièrement exposés à des agents pathogènes et toxiques, la voie buccale permettant l'entrée dans l'organisme de la plupart des éléments pouvant être antigéniques. Alors, la ligne de défense naturelle pour prévenir toute infection est formée à la fois de barrières physiques, ce sont ces cellules épithéliales et muqueuses qui tapissent l'intérieur de la bouche et du nez, et les barrières chimiques, quant à elles, sont formées par les sécrétions comme le mucus, la salive, les larmes et le suc gastrique. Si le nombre de virus introduits par la respiration est suffisamment grand, quelques-uns réussiront, malgré cette première ligne, à s'attacher à cette membrane de cellules, aucun virus ne pouvant se multiplier par lui-même, et y insérer l'ADN dans les cellules du soi. Dès lors, l'infection commence. La deuxième ligne de défense va tenter d'empêcher ou maîtriser cette prolifération. Il s'agit de l'immunité innée. Les différents types de globules blancs vont alors agir en complémentarité, macrophages et neutrophiles, avalant le virus par phagocytose. Les cellules dendritiques vont isoler les antigènes des virus et les présenter aux lymphocytes T. En parallèle, les cellules tueuses vont détruire les cellules épithéliales piratées par les virus. Dans cette guerre contre les intrus, de nombreuses cellules du système dit inné produisent toute une gamme de protéines. Cette bataille cellulaire intense constitue ce que l'on nomme une inflammation. C'est ainsi que le nez coule, la toux augmente. Nous voilà à la troisième phase de défense immunitaire qui prend deux formes. La réponse cellulaire, une levée d'une armée de cellules équipées pour détruire de manière spécifique l'envahisseur par les lymphocytes T, et la réponse humorale, se traduisant par une production massive d'anticorps par les lymphocytes B pour là aussi paralyser l'envahisseur. Double réponse immunitaire, seulement après quelques jours, mais de façon plus spécifique et donc plus efficace. De plus, la mémoire immunitaire de ces cellules plus tardives permettra d'anticiper toute future exposition du même agent en le neutralisant sur le champ. C'est bien là le principe de la vaccination, par l'exposition de fragments d'ARN du virus pour fabrication des anticorps. Après nous être penchés sur l'orchestration d'une réponse immunitaire, voyons maintenant la place de l'activité physique et ses effets sur cette fonction. Faut-il le rappeler? L'exercice physique ne se résume pas à un sport, mais englobe en réalité aussi bien les activités de vie quotidienne que les déplacements actifs dans le cadre d'activités domestiques, professionnelles ou scolaires, ou encore la pratique seule ou en groupe d'activités planifiées, structurées comme la marche, le vélo, ou enfin l'activité sportive en club, loisir ou compétition. Outre la nature de l'activité, ce qui permet de distinguer les niveaux dans l'exercice est bien l'intensité de l'effort physique. On parle d'un exercice modéré lorsque l'on pratique à hauteur de 40 à 60% de la VO2 max. Pour rappel, cette mesure correspond à la consommation maximale en oxygène par l'organisme lors d'un effort.
On parlera d'exercice intense lorsque l'on travaille à plus de 60% de cette VO2 max. Le lien entre le sport et l'immunité est un sujet discuté depuis longtemps. 300 ans avant notre ère, Aristote a dit « Un homme tombe en état de maladie comme le résultat du manque d'exercice ». Les études sur cette question permettent d'établir une relation entre les différentes intensités de l'activité physique et le risque infectieux. Cette relation est ici modélisée par cette courbe en J. Comme vous le voyez, la pointe gauche de cette courbe correspond aux personnes sédentaires, la pointe droite aux athlètes et la partie basse aux sportifs modérés. Que nous dit ce modèle ? Un sportif modéré a moins de risque d'attraper une infection respiratoire qu'une personne sédentaire qui a elle-même moins de risque qu'un athlète ou une personne pratiquant des exercices intenses. Alors, regardant cette courbe, un effet dose de l'activité physique semble s'appliquer sur nos défenses immunitaires, permettant soit de les stimuler, soit au contraire de nous fragiliser. Alors, quel seuil appliquer et pour quel bienfait ? Plusieurs études valident l'hypothèse selon laquelle l'exercice modéré exercerait un effet favorable sur l'incidence des infections respiratoires. L'activité des leucocytes est stimulée, et ce, qu'il s'agisse des neutrophiles, cellules tueuses, lymphocytes ou macrophages, parmi d'autres encore. Leur concentration et leur fonction sont augmentées à la suite de l'exercice modéré, ce qui apporte une amélioration des processus d'immunité innée comme adaptative, venant ainsi améliorer les défenses de l'organisme. Une meilleure circulation des substances permet de prévenir l'infection de plaies et faire chuter, selon Neilman, le risque d'infection respiratoire, que le sujet soit sportif ou non. De plus, on observe un effet cumulatif avec des séances d'intensité modérée répétées dans le temps. À l'inverse, l'exercice physique intense influence négativement les défenses immunes, altérant notamment les barrières mécaniques, physiques et chimiques que nous avons vues, en asséchant la muqueuse respiratoire, en augmentant la viscosité du mucus, en diminuant le mouvement des cils qui remontent les viscosités et entraînant leur mort, et enfin, en générant une exposition à un nombre accru de pathogènes. Les rapports qui ont étudié un ou plusieurs paramètres du système immunitaire, comme les cellules précédemment évoquées, et leur activité avant, pendant et après les exercices intenses, ne permettent pas de déduire un lien direct entre modification du système immunitaire et apparition des infections et inflammations des sportifs. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est qu'il existe une période d'immunodépression transitoire qui est représentée par la théorie de l'open window. Le sport intense modifie, comme vous le voyez par cette courbe, l'état de nos défenses, en les augmentant au départ, puis en les atténuant complètement, engendrant une période de vulnérabilité immunologique importante, responsable d'un grand nombre d'infections. Plus l'exercice est long et intense, plus cette période sera prononcée, allant jusqu'à 4 jours après l'effort. De plus, là encore, un effet cumulatif s'exerce, conduisant, après des efforts intenses répétés, à aggraver successivement l'état de nos défenses, conduisant à un vieillissement prématuré de nos cellules. C'est pourquoi le repos est primordial. Après un tel effort, les athlètes au repos pendant au moins 24 heures récupèrent une fonction immunitaire proche des individus sédentaires. Si de telles données sont éclairantes sur cet effet dose que nous observons de l'exercice sur notre système immunitaire, elles viennent s'ajouter à une liste déjà exhaustive des bénéfices de l'exercice modéré sur la santé, par opposition à l'activité intense. Vous le voyez ici. Le sport modéré, réalisé en tant que loisir, a de nombreux effets bénéfiques sur la santé. Il améliore la qualité du sommeil et permet de faire gagner et garder confiance en soi. Par la sécrétion d'endorphines, il apporte un réel bénéfice contre l'anxiété et la dépression.
Il permet aussi de perdre du poids ou de le maintenir stable. Il facilite le transit et diminue les risques de constipation. Il diminue les risques d'ostéoporose en développant la masse osseuse, notamment chez les femmes ménopausées plus exposées. Il réduit également les atteintes rhumatismales. Il améliore les fonctions cardiaques et musculaires, prolonge également l'espérance de vie, diminuant par là même la mortalité. Et enfin, il permet de diminuer les risques d'apparition de nombreuses maladies chroniques. À l'inverse, l'entraînement intense, d'autant plus s'il est répété, amène à fragiliser le cerveau par la libération élevée d'endorphines, les responsables de vertiges, nausées, vomissements, confusion, nervosité. Il peut être à l'origine de l'apparition de blessures, d'un appauvrissement sanguin pour la course à pied notamment, de douleurs, de troubles digestifs, le sang irriguant moins le tube digestif se dirigeant vers les muscles. Aussi, une oxygénation trop importante peut accélérer le vieillissement avec des conséquences néfastes sur l'ADN. Et par surentraînement, les sportifs peuvent être victimes de crises hypertensives devenant permanentes avec le temps. Le point le plus inattendu est le risque de mort subite chez des sportifs en bonne santé, dû à un problème cardiaque inconnu du sportif. En conclusion, du sport, oui, régulièrement, oui, mais pas trop. Des sessions d'entraînement plus courtes, mais régulières, valent mieux que trop longues et occasionnelles. Alterner entraînement physique et endurance et pratiquer 2 à 3 sessions d'intensité faible à modérée après chaque session intense pour permettre au corps de récupérer. L'OMS recommande la pratique de 150 minutes par semaine avec des bénéfices supplémentaires jusqu'à 300 minutes et du renforcement ajouté. Une pratique soutenue, tolérée oui, mais attention à l'effet dose évoqué. Tenez compte de la période de fragilité qui la suit et laissez-vous du temps pour récupérer. Le sport, comme un médicament, c'est de nombreux bénéfices néanmoins en plus. Prévenu des risques de surdosage, conscient de ses nombreux bienfaits par une pratique modérée, à vous de trouver maintenant votre équilibre. Merci à tous, je vous souhaite une très belle fin de soirée.